Mes chers ambassadrices, bonjour, bonjour. J'espère que tu vas bien. Je vais essayer de me trouver un petit endroit pour me poser sous un phylaos, un coin à l'ombre où je pourrais tranquillement te parler. Voilà, je pense que ici ça va être pas mal. Je regarde s'il n'y a pas trop de saleté. Non, je vais être plutôt là-bas. Alors, la vidéo que je voudrais aborder avec toi aujourd'hui, c'est d'essayer de faire ce qu'on appelle une nuance entre ce qu'est l'émotion et le ressentiment. On a souvent cette tendance à amalgamer un petit peu les deux en se posant la question, l'un c'est l'autre et l'autre c'est l'un. Et en réalité, pas du tout. En réalité, on pourrait dire qu'il existe une seule et unique émotion. Alors c'est un peu bizarre ce que je suis en train de te dire, mais c'est pourtant ce que beaucoup de spécialistes des émotions ont été prêts à reconnaître. Et s'ils ont reconnu cela, c'est parce que tout simplement, ça s'explique, hein, d'ailleurs c'est ce que je vais essayer de t'expliquer dans cette vidéo. Il y a véritablement, sensiblement, qu'une seule émotion. Mais par contre, il y a une multitude de ressentiments. Alors qu'est-ce qu'il faut en déduire, et surtout quel est cet objet de comparaison? Et quelle serait cette unique émotion? Si tu te rappelles un petit peu, dans une de mes vidéos, je te parlais de ce que cachaient nos valeurs hautes. Je t'expliquais comme ça que ce qui cachait nos valeurs hautes, c'était la peur et notre récompense. Si on a notre récompense, tout va bien, c'est la banane, on est très heureux, on est très content. Mais sitôt qu'on perçoit qu'on peut perdre cette récompense, ce pourquoi on a fait tel ou tel choix, ce qu'on peut ressentir, cette émotion qu'on peut ressentir, du coup, c'est la peur. On se dit, tiens, si jamais je n'ai plus cette récompense, cette raison qui me pousse à faire ces choix et à avoir cette récompense qui me fait plaisir et qui me fait vibrer dans ma vie, eh bien, va commencer à s'instaurer une certaine peur. Et peur qui va me pousser soit à l'action ou pas, ou à reconsidérer un choix, ou etc. Me mettre en réflexion pour pouvoir justement faire tout pour récupérer cette récompense. Donc tu l'as compris, hein, je te l'ai dit à demi-mot, l'unique émotion qui existe en réalité, c'est la peur. Parce que c'est souvent ce sentiment qu'on ressent lorsqu'on manque ou lorsqu'on risque de manquer de quelque chose d'important pour nous. Et d'ailleurs, si tu as remarqué, c'est suite à cette émotion, cette unique émotion, que souvent d'autres, on avait tendance à dire avant, d'autres émotions suivent. C'est-à-dire qu'il y en a une phare, une toute première, qui donne naissance à d'autres. C'est pour cette raison-là qu'une nuance est née entre l'unique et seule émotion et finalement une pléthore de ressentiments qu'il pouvait y avoir derrière. Ressentiment, c'est-à-dire ce qui donne suite à cette émotion de peur. Alors, le mieux c'est de l'illustrer en image, parce que c'est vrai que dit comme ça, tu me dis ok, d'accord, pourquoi pas. Mais le mieux c'est d'essayer de te l'expliquer au travers de quelques exemples pour que tu puisses bien comprendre et bien cerner ce que je veux dire par là. Je vais reprendre un exemple de valeur haute, comme ça sera plus parlant pour toi. Imagine que voilà, une personne ait pour première valeur haute la liberté. C'est déjà un exemple que j'ai déjà pris, mais je le reprends parce que je trouve que c'est un très bon exemple et surtout très facile à expliquer et à comprendre. Imagine que sa deuxième valeur, ça soit ce besoin de voyager. Et la troisième valeur, c'est l'apprentissage. Il a besoin constamment
d'apprendre de nouvelles choses. Donc d'apprendre. Donc tu vois que ces 3 valeurs, en fait, elles ont un lien les unes avec les autres. À savoir que le fait de se sentir libre, d'aller chercher le savoir là où il y en a, là où il ne la connaît pas, s'avère utile souvent pour bouger, ne pas rester entre 4 murs, cloîtré dans une pièce, même s'il peut avoir toute la bibliothèque du monde, la meilleure du monde, avec toutes les illustrations, les livres de référence qui peut le faire voyager mentalement par la lecture et en apprendre, parce que si son but c'est d'apprendre en 3e choix, là il a de quoi apprendre. Mais non, il a besoin de se déplacer, il a besoin de mouvement physique pour pouvoir avoir la sensation de liberté, de choix. Je choisis d'aller là-bas, je choisis ensuite d'aller par ici, etc. etc. Ce besoin de découverte, c'est-à-dire de voyage, de changer constamment d'endroit, de connaître de nouvelles cultures, de connaître de nouvelles tendances, d'être en fait sur le lieu, parce que peut-être cette personne, elle a ce besoin d'être sur le lieu pour que ça soit palpable pour elle, pour voir de ses yeux, toucher de ses mains, sentir, utiliser ses sens tout simplement, pour que ça soit quelque chose de plus facile pour elle, pour apprendre. Et du coup, l'apprentissage prendra tout son sens pour véritablement être aligné avec ces 3 valeurs. Alors imagine que maintenant que je t'ai dépeint ce scénario, cet exemple, cette personne, l'exemple qu'on est en train de vivre en ce moment est très bien. C'est-à-dire, voilà, on nous confine, on nous empêche de nous déplacer, et il faut un pass sanitaire pour voyager, et encore, tout déplacement n'est pas forcément aussi facile. Il y a quand même une certaine restriction. Tu ne peux pas voyager aussi facilement dans tous les pays. Voilà. Et peut-être que même pour cette personne, devoir se faire vacciner ou d'avoir le pass sanitaire est liberticide pour lui. Donc du coup, il va peut-être refuser. Donc du coup, il va y avoir une atteinte à sa liberté, à sa première valeur. Ce qui risque de générer chez elle une certaine peur. Mais peut-être que cette peur sera suffisamment puissante qu'elle va céder en se disant, écoute, puisque ça m'emprisonne, ça m'empêche de vivre cette première valeur qui est la liberté, cette liberté de choix, de déplacement, eh bien je vais peut-être accepter de me faire vacciner, accepter d'avoir le pass sanitaire, et pour que ça n'enfreint pas sur mon besoin de liberté. Tu vois? Donc tu vois que avant qu'il y ait un choix, un contre-choix, c'est-à-dire une contrainte et l'obligation de prendre un choix qu'il ne voulait pas à la base, peut-être celui de se faire vacciner pour avoir un pass sanitaire et pour avoir accès au voyage, au déplacement, au transport en commun, prendre l'avion, on va dire. Eh bien, cette personne aura cogité à un moment donné en se disant, qu'est-ce que je perds? Ah oui, si je perds ça, non, c'est pas possible. Donc ça risque de lui priver de quelque chose de très important. Émotion, peur. S'imaginer vivre comme ça, je fais non, c'est tout simplement pas possible. On a vécu en confinement pendant un certain nombre de temps, avec des couvre-feux, c'était horrible, j'ai eu l'impression que j'allais mourir, donc non, parce que ça me fait peur de vivre comme ça, je ne peux pas. Voilà un petit peu le cheminement de pensée que cette personne a eu. Donc du coup, sous cette contrainte, elle va préférer, quitte à choisir à tomber malade à cause du vaccin, quitte à même à devenir avoir des séquelles ou peut-être même mourir, parce qu'il y en a qui en sont morts, hein, malheureusement, suite au vaccin, eh bien il va préférer prendre ce risque parce qu'il va estimer que sa liberté est beaucoup plus importante que le reste. Il préfère mourir pour sa liberté, quitte à prendre ce genre de choix, plutôt que finalement de vivre entre 4 murs ou d'être confiné dans sa petite ville, parce qu'il sait pertinemment qu'il n'a pas le droit d'aller plus loin par du fait que voilà, il refuse toute vaccination. Donc l'exemple que je t'ai donné, elle n'est pas prise au hasard, c'est juste pour te dire qu'en réalité, tu vois, la peur était là. Maintenant imagine que le confinement que nous avons pu vivre
avant de rendre le pass sanitaire obligatoire et la vaccination, et bien que ce confinement ait perduré, on va dire, dans le temps, beaucoup plus qu'on ne l'aurait pensé. Certainement, pendant cette période de temps, cette personne a dû péter un câble en se disant c'est plus possible. Ça a dû être très difficile pour elle de continuer à s'imaginer vivre de cette façon. Mais imagine qu'on continue de vivre sous ce couvre-feu, sous ce confinement, avec interdiction de sortir. Et si jamais à telle heure on n'est pas chez soi, amende, etc. Avec cette peur générée, elle risque à ce moment-là de générer un ressentiment, voire des ressentiments. D'abord la peur. Si jamais on me prive de ma liberté, moi je vais devenir fou. Et moi si je deviens fou, ça ne va pas le faire. Ça perdure, on vit toujours dans le confinement, couvre-feu. Et là, il commence à devenir nerveux. La colère commence à monter. Premier ressentiment. Ensuite, il va commencer à critiquer, être très critique, très je juge facilement, je m'en prends facilement au système, je deviens désagréable avec mon entourage, ma famille, mes enfants, ma femme, ou inversement, mon bonhomme si jamais je suis une femme. Et là, tu vas avoir toute une série de ressentiments qui vont donner naissance à un autre ressentiment. Et tu vois, là, je viens de t'en donner quelques-uns. Voilà, le fait d'être irrité, l'irritation, le fait d'être nerveux, en colère, le fait d'être très critique, très juge, le fait d'être envieux de ceux qui ont cette possibilité, de par leur fonction, de pouvoir se déplacer parce qu'ils ont un rôle clé peut-être dans la société. Il va commencer à être jaloux, ensuite il va commencer à les envier, à avoir une action qui le pousserait peut-être à les déposséder de ce qu'ils ont et de leur pouvoir. Tu vois jusqu'où ça peut aller? Et c'est là qu'on commence à rentrer dans des ressentis tels qu'on peut connaître, hein, tels que la honte, le dégoût, la colère, la tristesse, ce genre de choses. Et si j'ai fait tout ce détour, et si je te donnais cet exemple, ce scénario, c'est juste pour te montrer qu'en réalité, effectivement, il n'existe en réalité qu'une seule véritable émotion, c'est la peur. Parce que sur cette base-là, le fait de s'imaginer qu'une normalité émotionnelle, celle qui correspond à notre système de récompense, cette normalité émotionnelle, c'est-à-dire que tant que j'ai ça, tout va bien. Dès que je ne l'ai plus, peur. C'est comme un enfant qui, quand il a son biberon à heure stable, et lorsqu'il a le regard de sa mère, l'odeur de sa mère, et les bras de sa mère, tout va bien. Après, si jamais je dois grogner, c'est du plus. C'est juste pour me faire entendre, c'est juste pour vérifier et confirmer que je suis bien l'enfant, le centre du monde. Et si c'est pas comme ça, je vais gueuler un petit coup. C'est juste pour vérifier ça. Mais auquel cas, ça c'est du plus. C'est l'option. Si j'ai pas ce caractère, j'en userai pas. Mais sitôt que le biberon n'arrive plus à l'heure, qu'il n'a plus l'odeur de sa mère, qu'il n'est plus dans un lieu qu'il connaît, qu'il n'est plus dans ses jouets, dans ses repères, et que les bras de sa mère, il ne les a plus, et bien là, il a de bonnes raisons d'avoir peur. Et la peur va susciter chez lui forcément des pleurs pour montrer qu'il a peur, mais cette peur, ça sera une peur vraiment qui va pousser sa mère à lui donner ce qui est vital pour lui parce que l'enfant s'inquiète énormément. Si ça perdure, à un moment donné, bien sûr, il va y avoir chez l'enfant une crise. Ça sera des pleurs, non plus de peur, mais de colère, parce que là, il aura faim. Il se dit, oui, mon biberon ne vient pas, là, j'en peux plus, j'ai des coliques. Et là, c'est insupportable, c'est pas normal. Et là, il va commencer à revendiquer. Ça sera des pleurs de revendication. Et là, on a dépassé le stade de la peur. Donc, cet exemple du bébé fonctionne pareil. Si jamais il n'a plus les bras, l'odeur de sa mère qui le rassure, qui vont lui permettre de trouver le sommeil, parce que c'est des repères qu'il a depuis qu'il est sorti du ventre de sa mère et qu'il en a besoin, et c'est tout à fait normal. Eh bien, il ne va pas comprendre, il va rechercher cela. Il va regarder avec étonnement celui ou celle qui va remplacer les bras de sa mère, qui s'y prend pas de la bonne façon, il va se dire non, c'est pas ça. Donc il va revendiquer, il va pleurer, il va dire non. Et au travers de ses pleurs, c'est comme s'il va réclamer une normalité, ce qui le rassure, ce qui est pour lui sa récompense. Voilà, donc j'espère que tu as bien compris ce que je voulais te dire par une seule émotion, la peur, et toute une
ribambelle, toute une pléthore, il y en a des milliers de ressentiments, tels que je viens de te dire. Et ce qui peut être étonnant, même la joie, qui est en soi, on va dire, une qualité, hein, ce qu'on appelle une des qualités du fruit de l'esprit, de l'être humain, eh bien, peut s'expliquer également être un ressentiment. Parce que le fait de se rendre compte qu'il n'y a pas de danger, il n'y a pas de raison d'avoir peur, on va vraiment avoir notre récompense, ça nous soulage et du coup, la joie vient derrière. On se réjouit. Et donc du coup, le fait d'être joyeux confirme que, du coup, c'est pas un ressentiment, mais c'est une conséquence positive de constater que il n'y a pas de danger, il ne va pas y avoir perte de notre système de récompense, de notre récompense. C'est ça qui est marrant. Donc sache qu'il existe des spécialistes en émotion, c'est leur travail. Et ils ont l'art et la manière, donc du coup, d'expliquer le cheminement qui a amené une personne à ressentir tel ou tel ressenti, si on doit aller dans l'idée de ce thème de cette vidéo, et qui explique en fait par quel cheminement il est passé, qu'est-ce qui lui a manqué par rapport à son système de valeurs, la peur qui est venue, et le détail précis des ressentis qu'il a pu vivre, qui ont donné naissance à d'autres ressentis, etc., etc., et qui souvent est une vraie histoire de vie qui se raconte. Parce que souvent, lorsqu'on va en psychothérapie, commencer par le début, c'est plus difficile. C'est beaucoup plus facile de commencer par la fin d'une histoire, parce que souvent c'est ce qui est au goût du jour, ce que la personne vit. Ça sera plus facile de partir de la fin et de remonter le temps jusqu'à l'émotion de départ qui est souvent la peur. Et ce qui se cache derrière la peur, la valeur haute qui n'a pas été respectée. Et c'est quand qu'on a fait ce cheminement qu'on sait finalement ce qui aurait dû être maintenu, ce qui aurait dû être toujours là. Et quand on a compris cela, quand le spécialiste, le psychothérapeute a fait comprendre cela à la personne concernée, eh bien elle ne verra plus sa vie de la même façon, en tout cas elle aura fait un bon travail. Et sache une chose, c'est par rapport à une histoire qui explique tout ce cheminement de ressenti, de ressentiment qui a pu donner naissance à d'autres ressentis, tous ces ressentis qui sont en mémoire, qui se cristallisent dans ton corps, dans ton système électromagnétique, ça se cristallise, mais ça se décristallise également. Ça se cristallise et ça se décristallise également. C'est tout l'art et la manière de faire d'un psychothérapeute. Donc il existe beaucoup de spécialistes avec des noms différents, avec chacun sa spécialité, mais les émotions s'extirpent. Voilà, je pense avoir tout dit sur cette vidéo. Comment tu pourras maintenant comprendre comment fonctionne le système psycho-émotionnel d'un être humain. Je t'invite fortement à connaître le tien pour savoir comment tu fonctionnes, pour mieux savoir répondre à tes besoins, pour ne surtout pas te mettre en carence et ne surtout pas vivre une vie difficile et compliquée. Merci de m'avoir suivi, je te souhaite une bonne journée. Moi, je vais me diriger vers les vagues qui sont en face de moi, me détendre et voilà, car j'en ai besoin régulièrement chaque semaine, faire un petit point. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir écouté, je te souhaite une très bonne journée, beaucoup de bonnes choses pour toi et à très bientôt. Au revoir.